Et bien le bonjour les gamers et les gameuses. C'est Wargaming pour une nouvelle vidéo de Mage Knight. Mage Knight, on en parle. Alors là, on va aborder un sujet assez simple, mais quand même un des critiques de Mage Knight, c'est le combat. Donc on va essayer de faire une étude scientifique du combat de Mage Knight, si on peut appeler ça comme ça. On va essayer de décortiquer tout ça parce que je vois en fait quand même que c'est surtout avec les règles des extensions. Des fois c'est un petit peu complexe, donc on va parler du combat, voilà, tout simplement. On va commencer par les choses basiques et puis on va monter crescendo vers un petit peu plus de complexité en ajoutant souvent les règles des extensions qui sont souvent des règles sur les jetons ennemis, les jetons ennemis que vous voyez là. Donc le combat, comment ça se passe? Alors je rappelle à Mage Knight très simplement, en général on a une phase de mouvement et ensuite on a une phase d'action. Et la phase d'action peut être un combat. Donc comment ça se passe le plus simplement du monde? Si on prend une tuile ballotte, voilà, celle-là par exemple, voilà, que vous voyez plutôt bien, on va dire qu'on va mettre notre noroas qui est ici sur la forêt ici, pour faire simple. Imaginons qu'on ait un ennemi errant ici. Bon, on va piocher un ennemi errant, on va en prendre un très simple, non, lui est pas simple. Voilà, il me faudrait quelqu'un de vraiment très basique pour vous expliquer. Et mince, où je l'ai mis? Voilà, il est là. Hop. Donc là, nous avons un ennemi. Alors imaginons que vous soyez là et que pour votre action du tour, vous décidiez de le provoquer. Voilà, il est provoqué, le combat s'engage. Je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente où je présente une partie comment ça se passe le combat. Là, on va vraiment rentrer dans les détails. Donc vous avez fait votre phase d'action, votre phase de mouvement, bon, que vous ayez bougé ou pas, on s'en fout, là. Et là, pour votre action du tour, vous décidez de provoquer l'ennemi errant, donc un combat s'engage. Vous rentrez, on va dire, dans la phase de combat. On va pas appeler ça la phase... On va essayer d'être précis dans les mots. On va dire, vous engagez donc un combat. Donc vous rentrez dans un combat. Donc déjà, qu'est-ce que ça implique de rentrer dans un combat? Ça implique qu'une fois que vous êtes dans le combat, vous ne pouvez plus utiliser les cartes, voilà, comme celle-ci, qui sont des cartes de soins. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes rentré dans le combat, vous pouvez utiliser cette carte, par exemple, rajeunissement, qui a la main, qui représente un effet soin, avant le combat, une fois que le combat est terminé, mais pas pendant le combat. C'est la première chose à prendre en compte. C'est très important parce que souvent on oublie. Souvent que des fois c'est évident parce que ça fait des soins 1, mais par exemple, vous voyez, vous pouvez aussi gagner un jeton mana vert. Bon, bah ça, des fois vous vous dites, ah super, je vais jouer cette carte pour gagner un jeton mana vert pendant le combat. Non, c'est pas possible. Vous voyez, parce que ça c'est une carte avec effet soin, donc tous les effets de la carte ne peuvent pas être joués pendant le combat. C'est très important à se rappeler. C'est la première chose à se rappeler quand on rentre dans un combat. C'est quelle carte je vais pouvoir utiliser dans le combat. En général, toutes les autres cartes, même les cartes de déplacement, peuvent être utilisées pendant le combat. Pourquoi? Grâce à des effets de jeu en général. Mais bon, ça ne vous permettra pas de vous déplacer, mais souvent, ça rend le mouvement peut vous, comment dirais-je, réduire les attaques ennemies dans certains cas, certaines situations, ou se transformer en attaque ou en parade. Enfin bref, c'est des effets de jeu qui vous permettent d'utiliser le mouvement. Voilà, bon, évidemment, il y a des cartes explicites combat. Forcément, vous voyez, avec les petites épées qui se croisent là, forcément ça va être utilisé pendant le combat. Pareil, l'influence en général, vous l'utilisez pas pendant le combat, mais rien ne vous interdit de le faire si un effet de jeu vous permet de transformer de l'influence, je sais pas, en attaque par exemple, vous voyez. Mais par contre, ça ne fonctionne pas sur les cartes ou les effets soins. Ça peut être des cartes, ça peut être des récompenses, comme les jetons que vous gagnez avec les ombres de Tesla, ça peut être vos compétences aussi, bon bref, voilà, s'il y a la main, c'est non. Voilà, première chose à savoir quand vous rentrez dans un combat. Ensuite, le combat, comment il s'articule? Vous avez 4 phases une fois que vous êtes rentré dans votre action de combat. Voilà, on va dire action de combat, c'est votre action de combat du tour. L'action de combat, elle se divise en 4 phases. Donc l'attaque à distance et de siège, où vous pouvez en gros utiliser des attaques à distance et de siège qui vont vous permettre de one-shotter l'ennemi
avant qu'il réagisse. Après, il y a la phase de parade, où là, vous allez parer, ou pas, d'ailleurs, si vous êtes capable de parer, ben, vous allez parer, ou pas l'attaque du monstre. Et ensuite, la phase d'assignation des dégâts, où là, vous allez encaisser les dégâts du monstre si vous ne l'avez pas paré. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase d'attaque, où là où vous pouvez vous déchaîner, c'est-à-dire que dans la phase d'attaque, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous pouvez utiliser tout type d'attaque, c'est-à-dire des attaques de siège, des attaques à distance et des attaques, on va dire, normales, quoi. Et en fait, dans cette phase-là, la dernière phase de l'action de combat, toutes les attaques de siège et à distance deviennent des attaques normales. Pour vous donner un petit exemple, voilà, on va faire ça, pop, 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 voilà. Voilà, là, cette carte, détermination, elle a une attaque de 2. Là, enfin, une possibilité d'attaque de 2. Cette attaque de 2 ne peut être utilisée que pendant la phase d'attaque, c'est-à-dire la dernière phase de l'action de combat. Et pour vous expliquer ça avec une... Voilà, et là vous avez donc ici boosté au blanc sur la célérité une attaque à distance de 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser cette attaque à distance de 3 avec du mana blanc pendant la phase d'attaque à distance et de siège, mais vous pouvez aussi l'utiliser pendant la phase d'attaque, la dernière phase de l'action de combat. Mais dans ce cas-là, c'est plus une attaque à distance, c'est une attaque de 3, tout simplement, vous voyez. Et pareil, si ça avait été une attaque de siège, eh ben, vous auriez pu utiliser l'attaque de siège pendant la phase d'attaque à distance et de siège, et ensuite vous pouvez aussi l'utiliser pendant la phase d'attaque, mais ce ne sera plus une attaque de siège, ce sera une attaque normale, de 3. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les attaques à distance et de siège, elles sont utilisables pendant la phase d'attaque à distance et de siège, spécifiquement dans cette phase, en tant que attaque à distance ou de siège, et sinon, c'est des attaques normales pendant la dernière phase du combat. Voilà, ça c'est très important à comprendre, c'est vraiment... C'est parce qu'on se dit, ouais, c'est des attaques à distance, on peut les utiliser que pendant l'attaque à distance. Non, non. Dans la dernière phase, vous pouvez les utiliser. Et dans ce cas-là, ce sont des attaques normales. Voilà, donc en général, comment ça se passe, comme je vous ai expliqué. Hop, on va les remettre, voilà. Donc là, c'est la phase d'attaque à distance et de siège. Donc imaginons que j'ai 7 mains, voilà, et j'ai du mana blanc disponible. Hein. Imaginons que j'ai du mana blanc disponible, voilà, j'ai un cristaux blanc. Qu'est-ce que je regarde sur le monstre? En général, on a plusieurs informations. Bon, ça, c'est les points de gloire qu'il rapporte. Ça, c'est son armure. Ça veut dire que c'est la somme que vous devez faire pour le tuer, donc 3 ou plus, hein, en l'occurrence, d'attaque. Et 4, c'est son attaque. Donc là, imaginons que je viens de provoquer le monstre. Vous voyez, c'est la première phase, c'est la phase d'attaque à distance et de siège. J'ai une attaque à distance, là, de 3, qui est pile poil sa valeur d'armure. Je joue mon cristal blanc. Ça fait une attaque à distance de 3, je le one-shot. Bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. Voilà, le combat est terminé. Vous avez gagné le combat. Maintenant, si j'ai pas d'attaque à distance, voilà, imaginons que j'ai une autre carte à la place. J'ai pas d'attaque à distance, donc je ne peux pas le one-shotter, vous voyez. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il a une attaque de 4, alors je peux ou encaisser les dégâts, dans ce cas-là on passe directement à la phase d'attribution des dégâts. Imaginons que je sois, voilà, niveau 1. J'ai 2 d'armure. Comment ça va se passer si je prends les dégâts? Eh bien c'est très simple. En fait, l'armure va pouvoir absorber un certain nombre de dommages jusqu'à ce qu'il y ait plus de dommages sur l'attaque. Donc 4 moins 2, on arrive à 2. Ben, mon armure avec les 2, elle a absorbé 1, elle a absorbé 2 dégâts. Mais donc je me prends une blessure. Hein. À chaque fois que vous absorbez avec votre armure des dégâts, vous prenez une blessure. Et ensuite il reste encore 2. 2 moins 2, encore votre valeur d'armure. On arrive à 0, donc c'est bon, vous avez... il n'a plus d'attaque lui. Et vous reprenez encore une blessure. Une feinte pour faire ça rapidement, surtout dans les combats très simples comme ça, c'est de prendre la valeur d'attaque de l'ennemi,
2 divisé par votre valeur d'armure, vous arrondissez toujours au supérieur et ça vous donne le nombre de blessures. Donc là, si vous encaissez les dégâts, 4 divisé par 2, vous prenez 2 blessures. Mais la vraie règle, c'est la soustraction jusqu'à ce que l'attaque de l'ennemi soit réduite à nul. Donc 4 moins 2, 2, vous prenez une blessure, il reste 2, 2 moins 2, 0, vous reprenez une blessure. Voilà, c'est très simple. Après, vous pouvez décider de le parer. Alors, vous n'avez pas le droit de parer partiellement à l'attaque, hein, c'est tout ou rien. Ou vous parez les 4 d'attaque, ou vous prenez les dégâts. Donc lui, il a 4 d'attaque. Ici, j'ai une détermination, vous voyez, je peux faire une parade de 2. C'est pas suffisant, donc si je joue que ça, une parade de 2, par exemple, ben, je me prends les 4 points de dégâts, hein, dans la phase d'attribution des dégâts. Mais je peux faire une parade de 2 et 2 cartes inclinées qui font une parade de 4, vous voyez. Si j'ai du mana bleu, je peux faire une parade de 5, et 5, ça, évidemment, c'est au-dessus de 4, donc ça part aussi le monstre, vous voyez. Voilà. Donc imaginons que j'ai fait ça, j'ai fait une parade de 5 avec mon mana bleu, le monstre est paré, maintenant il faut que je le tue pendant... Donc la phase d'attribution des dégâts, il n'y en a pas, puisque j'ai paré toute l'attaque, donc on passe à la phase d'attaque, la dernière phase où là je peux jouer, je vous ai expliqué, tout type de cartes. Il a une armure de 3, là vous voyez ma main, j'ai aucune carte de combat, mais je peux quand même utiliser 3 cartes inclinées pour faire 3 d'attaque et le tuer. Voilà. Je ne reviens pas sur l'histoire des cartes inclinées, hein. Vous savez qu'à Mage Knight, on peut toujours jouer des cartes inclinées pour faire un d'attaque, un de parade, un de mouvement ou un d'influence. Ok, voilà. Vous voyez, donc dans l'ensemble, c'est très simple. Mais vous pouvez jamais, comme je l'ai dit, parer à moitié une parade, c'est tout ou rien. Voilà. Après, vous pouvez combiner autant de cartes que vous voulez, hein, comme je vous ai montré. Là, vous avez une parade de 2, il a une attaque de 4, vous pouvez mettre 2 cartes inclinées. Voilà, ça fait une parade de 4, il est pareil. Pareil pour l'attaque, hein. Vous voyez, là, j'ai combiné, j'ai combiné 3 cartes inclinées qui me font 3 attaques, c'est bon. Et par exemple, je pourrais faire aussi, si j'avais encaissé les dégâts et que j'avais fait là, ensuite, une attaque de 2, 3, 4, ça marche aussi pour l'attaque, ça marche dans tous les cas en fait, et ça peut être des attaques de feu, de glace, de feu glacé, des attaques physiques, là c'est des attaques physiques. Par exemple, si ça c'était une attaque, je sais pas, de 1 de feu, imaginons, bah, je fais une attaque de 2 normale physique plus une attaque de feu de 1, ça fait 3, je le tue. Hein. Vous pouvez faire par exemple, comme il a 3 points d'armure, 1 d'attaque physique, 1 d'attaque de feu et 1 d'attaque de glace. Ça fait une somme de 3, ben il est mort. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Pareil pour la parade. Hein. Pour parer de l'attaque physique, eh ben vous pouvez parer avec de la parade physique, hein, normale, là, une parade de 2, une parade de 5, vous voyez, il n'y a pas de couleur, hein, mais vous pouvez faire des parades de feu, des parades de glace, combiner autant de cartes que vous voulez, des parades de feu glacées même, pour arriver à la somme, pour pouvoir le parer. Voilà, j'espère que c'est assez clair, mais vous voyez, dans les faits, c'est très simple. Une fois que le combat est terminé, donc si vous avez vaincu le monstre, imaginons que vous l'ayez tué, le tour n'est pas terminé, hein, n'oubliez pas, vous pouvez continuer à jouer des cartes, mais vous ne pouvez plus vous déplacer, puisque votre action du tour a été faite. Autre subtilité, alors là, lui, vous voyez, alors imaginons que j'ai une main de 5 cartes, comme vous pouvez le voir sur mon petit jeton, là, mon jeton commandement, j'ai 2 d'armure et 5 cartes en main, donc lui, s'il me blesse, vous voyez, il va me mettre 2 blessures, donc je me mets 2 blessures dans ma main, qui sont ici, donc on met 2 blessures dans sa main, voilà. Bon, lui, il n'est pas très dangereux. Bon, alors imaginons, on va en prendre un plus dangereux, ici, voilà, par exemple. Je vous passe les détails de l'explication de son jeton, mais il est brutal, donc il double sa valeur d'attaque, ça fait 6. 6 divisé par 2, 3, je prends 3 blessures. Bon, je suis toujours pas KO. En gros, quand même, il y a une limite de blessures que vous pouvez subir pendant un combat. C'est votre limite de carte en main. Si vous subissez pendant un combat 5 blessures ou plus pendant le combat, vous êtes KO, et dans ce cas-là, alors imaginons que ben voilà, j'ai affronté ces 2 monstres et j'ai pas pu parer, lui il me met 3 blessures, lui il m'en met 2, ça fait 5, hop, donc j'en ai déjà 2, 3, 4, 5, voilà.
Donc là, 5, c'est ma limite de cartes en main, vous voyez, 5. Et c'est pas modifiable, ça. Hein. Je veux dire, c'est ce qui est important dans la règle du chaos, c'est le nombre de cartes qui est inscrit ici sur votre jeu commandement, donc en cure 5. Donc là, je suis KO. Je garde évidemment les blessures en main, mais toutes les cartes que j'avais en main, je les défausse. Vous voyez, donc je me retrouve vraiment dans la merde, quoi, en gros, parce que j'aurai plus que des blessures en main. Voilà, ça c'est la règle basique du combat. C'est relativement simple, sauf que les monstres et les cartes et les compétences rajoutent de la complexité à tout ça. Et les sites aussi, les sites. Voilà, je suis dans une forêt, en général, la forêt, bon, et le monstre était dans une forêt, bon, en général, à part, et aussi le jour, la nuit, bon, ça peut éventuellement avoir des influences, mais c'est assez anecdotique. Sinon, je vais commencer à parler on va commencer à parler des compétences, mais qui n'en sont pas vraiment une. C'est par exemple, parce que là, je vous ai montré un exemple très simple, vous voyez, sur une map très très simple. Mais prenons par exemple cette map, cette tuile là. Imaginons que vous êtes ici, là, dans le camp de réfugiés, et que là, il y a le monstre, Iran. Et là, vous voyez, il est derrière un rempart. Donc, si vous le provoquez, comme il est derrière un rempart, il sera fortifié. Voilà. Et donc, s'il est fortifié, ça veut simplement dire, vous voyez, c'est pas très compliqué. S'il est fortifié, ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas utiliser d'attaque à distance. Vous ne pouvez utiliser que des attaques de siège. Comme par exemple, je sais pas, je vais vous en trouver une rapidement. Où est-ce que je l'ai mise? Évidemment, je ne vais pas la trouver rapidement. Voilà, si, voilà, ben voilà. Hop, vous voyez, ici, attaque de siège 3, avec du mana vert, là, pour force de la nature. Et dans ce cas-là, cette attaque de siège, je peux l'utiliser pendant la phase d'attaque à distance et de siège, sur ce monstre-là, parce qu'il est fortifié. Vous voyez? Donc ça, c'est la fortification à cause du terrain. Il y a un autre type de fortification, c'est les sites fortifiés, qui sont les villes, les forteresses et les tours de mage. Si par exemple, lui, il était dans la forteresse et que vous attaquiez la forteresse, eh ben, il est fortifié. Pareil, s'il est dans une tour de mage et que vous attaquez la tour de mage, il est fortifié, donc vous ne pouvez pas utiliser vos attaques à distance. Maintenant, il y a des unités qui sont déjà fortifiées, vous voyez. On va continuer les règles sur la fortifiée. Lui, il est déjà fortifié, donc déjà, naturellement, s'il se trouve, je sais pas moi, ici, dans la plaine, et que vous êtes là dans le donjon, imaginons que vous le provoquiez, bon, ou que vous l'attaquiez, bref, qu'il y a un combat qui s'engage entre vous et le monstre, et ben lui, il est déjà fortifié, naturellement, c'est une compétence. Et donc, vous ne pouvez toujours pas utiliser vos attaques à distance, vous devez utiliser des attaques de siège, pendant la phase d'attaque à distance et de siège, hein, bien sûr. Dans la phase d'attaque, vous pouvez utiliser, bien sûr, cette attaque à distance, mais ça sera une attaque de 3. Normal. Et par contre, s'il est dans un site fortifié, imaginons que ce petit orc ait capturé la tour de mage, là, et que vous soyez là et que vous attaquiez la tour de mage, sachant que la tour de mage lui donne le bonus de fortification et qu'il est déjà fortifié lui-même, il est doublement fortifié. Et bien dans ce cas-là, vous ne pouvez même pas utiliser d'attaque de siège. Donc vous ne pouvez pas utiliser d'attaque à distance, vous ne pouvez pas utiliser d'attaque de siège, donc vous êtes obligé de le tuer pendant la phase d'attaque, c'est-à-dire la dernière phase de l'action de combat, ok? Voilà, ça c'est pour les unités fortifiées. C'est pas très compliqué, mais il faut y penser. Pareil, à propos de la fortification, de la compétence fortification, si par exemple vous avez ces deux ennemis ensemble et que vous décidez de faire par exemple une énorme attaque à distance, bon là il n'y a que 3, mais imaginons que vous en ayez 2 de cartes comme ça fait 3 et 3, 6, ça serait parfait pour tuer les deux en groupant les deux ennemis pendant la phase d'attaque à distance et de siège, vous voyez. Et ben vous ne pouvez pas, parce que lui déjà, comme il est fortifié, ben, vous ne pouvez pas utiliser sur lui forcément parce que l'attaque à distance ne marche pas, mais en plus, il communique. Enfin, c'est pas qu'il donne la compétence, hein, les compétences ne sont jamais transférées en fait d'un jeton à l'autre,
mais il fait bénéficier de la fortification à son allié. Donc, si vous groupez ces deux ennemis pendant la phase d'attaque à distance et de siège, eh bien, lui, il est considéré comme fortifié, donc vous ne pouvez pas utiliser d'attaque à distance non plus sur cette unité. Ça ne vous empêche pas de les séparer tous les deux, et de dire je fais une attaque à distance de 3 sur lui tout seul, sans les grouper pendant la phase d'attaque à distance et de siège. Ça c'est très important, hein. À chaque phase, vous pouvez décider de grouper ou pas les jetons ennemis, hein. C'est-à-dire pendant la phase d'attaque à distance et de siège, vous pouvez décider de les grouper ou pas. Et pendant la phase d'attaque, c'est pareil, vous pouvez décider de les grouper ou pas. Voilà. Donc là, si vous les groupez pendant la phase d'attaque à distance et de siège, il vous faudra des attaques de siège. C'est pas très compliqué. S'ils sont tous les deux là-dedans, là, vous voyez, là ça se complique. Donc il y en a un, il est doublement fortifié, et lui, il devient fortifié grâce à la... Mais lui, et donc si vous attaquez les deux avec votre attaque de siège, comme lui, il transfère pas, mais il fait bénéficier de la fortification à son allié, et qu'il est déjà fortifié grâce à la tour de mage, et sur les deux jetons, vous ne pourrez pas faire d'attaque de siège. D'accord ? Vous voyez, c'est comme ça que ça se complexifie un petit peu vite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à propos des compétences. Alors, vous voyez, il y a une différence entre une unité qui n'est pas fortifiée, qui n'a pas la compétence fortification, mais qui est dans une fortification, donc qui bénéficie de la règle de fortification, et une unité qui a la compétence fortification. Sachant que la compétence fortification ou d'avoir le bonus de fortification quand on est dans un site fortifié ne s'applique que pendant l'attaque à distance et de siège. En général, pendant la phase d'attaque, ça ne compte plus. Donc si imaginons que les deux, là, voilà, ils sont super résistants, vous ne pouvez pas faire d'attaque à distance et de siège, vous avez paré ou encaissé les dégâts, bon, on s'en fout un peu là, et que vous arrivez à la phase finale, vous pouvez les grouper pour faire une super attaque, je sais pas, de 3, 4, 5, 6, voilà, pour les tuer. Et dans ce cas-là, la fortification, de toute façon, elle n'agit plus. De toute façon, à cette phase-là, les attaques à distance et de siège, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des attaques normales. Donc là, attaque 3 par exemple. Voilà pour ce qui est des unités qui ont la compétence fortification et des sites, comme je vous ai montré. Donc les sites qui donnent la fortification sont les sites fortifiés qui sont les cités, les tours de mage et les forteresses, et éventuellement les remparts quand vous attaquez une unité à travers un rempart. Donc un combat est déclenché contre une unité à travers un rempart. Voilà en ce qui concerne les règles de fortification. On va parler immédiatement donc des règles des unités qui sont jamais fortifiées, comme cette bête de guerre orc, vous voyez, il y a la tour barrée d'une croix rouge. C'est-à-dire que lui, il est jamais fortifié. Donc même s'il se trouve ici, dans une forteresse, et que vous attaquez la forteresse, vous pouvez utiliser vos attaques à distance et de siège. En gros, c'est un peu comme si cette unité sortait de la fortification pour vous charger. Une unité qui est jamais fortifiée, elle est jamais fortifiée, même si, par exemple, voilà, vous groupez ces deux unités pendant la phase de siège, l'attaque à distance et de siège, lui, il donnera jamais la compétence, enfin, il fera jamais bénéficier de la compétence fortifiée à une unité qui n'est jamais fortifiée. Inversement, la compétence jamais fortifiée ne fait bénéficier d'aucun avantage aux autres jetons, c'est-à-dire que lui deviendra jamais non fortifié, même si vous les groupez. Il n'y a que la compétence fortification qui fait bénéficier d'un bonus aux autres jetons, sauf si le jeton n'est jamais fortifié. Donc là, dans cette position-là, il ne sera pas fortifié, donc vous pouvez utiliser des attaques à distance et de siège, et là, si vous les groupez pendant la phase d'attaque à distance et de siège, lui, il reste fortifié, bien sûr, mais lui, non. Ok ? Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les règles fortification, non fortifié, je crois que j'ai rien oublié. Non, je crois que j'ai rien oublié.
Vous pouvez, même les unités parfois peuvent être triplement fortifiées, je crois. Voilà, ben ça c'est un bon exemple. Voilà. Hop, vous voyez là, ben, je vous donne cet exemple-là. Alors, il n'y a pas de règle là-dessus, mais c'est bon quand même de le savoir. Imaginons que vous soyez ici et que lui, il est dans la tour de mage. Vous voyez, donc il est dans la tour de mage, il est fortifié. Il est derrière un rempart, il est 2 fois fortifié. Et lui, il est aussi fortifié par sa compétence. Donc il est triplement fortifié, vous voyez. Alors il n'y a pas de règle là-dessus, mais bon, vous voyez, lui, il est intouchable pendant la phase d'attaque à distance et de siège, sauf effet de jeu qui annule les fortifications, vous voyez. Et pareil, si lui, non, lui c'est un mauvais, si lui il est là, bah, si c'est un bon exemple, vu qu'il a la compétence jamais fortifiée, malgré la double fortification, rempart, plus tour de mage, et ben comme il est jamais fortifié, et ben c'est lui qui vient vers vous. Il est chaud bouillant, coco, et donc il est jamais fortifié même dans cette condition. Maintenant, si on en prend un autre, genre lui qui n'a ni la compétence fortification ni la compétence jamais fortifié et qu'il est là dans la tour de mage et que vous prenez d'assaut la tour de mage à travers les remparts, il est fortifié par la tour de mage et fortifié grâce au rempart, donc il est doublement fortifié, vous ne pouvez pas utiliser d'attaque de siège, ok? Voilà, je crois qu'on a fait le tour des compétences et le bénéficier de la fortification. Il y a une petite différence entre bénéficier de fortification quand même et d'avoir la compétence fortification, comme la compétence, qui est une compétence négative en fait, mais bon, jamais fortifié. Le seul désavantage, ça en général on se dit c'est super, ils sont jamais fortifiés, mais des fois c'est pas top. C'est par exemple il est là, lui, vous attaquez, c'est génial parce qu'il y a un rempart et une tour de mage, il devrait être doublement fortifié, il ne l'est pas parce qu'il est jamais fortifié, donc c'est super. Mais si vous avez par exemple le sort, je sais pas moi, secousse, voilà, que vous voulez lui lancer le sort secousse à lui, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé, ah non mais c'est un mauvais exemple. Allez, vous faites un tremblement de terre, voilà, je vous donne un exemple. Bon, il prend moins 3 d'armure déjà dans la gueule, hein, mais moins 6 s'il est fortifié, vous voyez. Bon, bah là, comme lui, il est jamais fortifié, bah, il prendra jamais le moins 6, hein. Bon, il se prend quand même le moins 3, vous voyez, donc c'est pas mal. Vous voyez, c'est un exemple. Là, on vous dit, s'il est fortifié, donc en gros, tous les sorts ou les effets de jeu qui vous disent, si un ennemi est fortifié, bah, il perd 2 d'armure, par exemple. Bon, comme lui, il est jamais fortifié, eh ben, ça n'agira pas sur lui, hein. C'est pas logique, mais bon. Je sais pas s'il y en a un autre de sort. Bon, ça c'est ignorer les fortifications de ce tour. Bon voilà, en général c'est pour la secousse que c'est important de s'en rappeler. Mais je sais plus s'il y a d'autres effets de jeu qui, là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais bon voilà, Mage Knight c'est ça quoi. Hein, vous voyez, donc là j'ai fait le tour des compétences fortification. Bon, là où ça se complique, évidemment, c'est quand on va parler des résistances maintenant. Ça tombe bien, là on a une bête de guerre orque qui est... alors je vous passe les détails des compétences d'attaque quand même. Je l'ai déjà abordé dans ma partie d'exposition, là, ma partie solo. Je vous ai montré comment on paraît, qu'on encaissait les dégâts, etc. Les monstres, souvent, ils ont des petites compétences d'attaque. Je passe le sujet parce que c'est pas très compliqué. En gros, il y en a qui doublent les dégâts. Tu vois, lui, la tête de mort, c'est qu'il est brutal. Et au lieu de faire 3 de dégâts quand vous encaissez les dégâts, bah vous en prenez 6. Il y en a qui doublent l'attaque pendant la phase de parade, ils sont Swissless. Il y en a qui sont empoisonnés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vous mettent une blessure dans la main, ils vous en mettent une dans la défausse. Il y en a qui sont paralysants, ils vous font perdre toute votre main de cartes, comme si vous devenez KO. Voilà, il y en a qui sont assassins, c'est-à-dire qu'ils vous visent directement, ils ne peuvent pas viser, vous ne pouvez pas attribuer de dégâts à une de vos unités, etc. On reviendra peut-être sur les unités plus tard. Mais en gros, voilà, je vous explique comment fonctionne le combat, les combinaisons de cartes que vous pouvez faire. En gros, vous pouvez combiner à peu près toutes les cartes que vous voulez. Il n'y a pas de souci. La règle du chaos et les compétences, les résistances, etc. Donc on va parler des résistances. Voilà, on va prendre... et des attaques multiples. Ouais, les invocateurs, c'est mieux aussi. Et elle, bon, voilà. Là, on va commencer par la résistance physique, qui est quand même la plus simple à appréhender.
C'est très simple, vous voyez, il y a ce petit signe là, le point là, dans un hexagone noir, ça veut dire qu'il est résistant aux attaques physiques. Alors les attaques physiques, qu'est-ce que c'est? C'est les attaques de base, j'incline une carte, ça fait une attaque de 1, c'est une attaque physique. Là j'ai une attaque à distance de 3, vous voyez, il ne précise pas de couleur, donc c'est une attaque physique. Là j'ai une attaque de 2, c'est une attaque physique. Voilà, c'est ça. En gros, c'est toutes les attaques où c'est pas spécifié que c'est une attaque de feu, de glace ou de feu glacé. Voilà. Donc comment ça marche? Et c'est là que c'est un petit peu subtil. C'est que, par exemple, je me dis, avec mon attaque de 2 ici, vous voyez, lui, il a 2 d'armure, je peux le tuer. Et ben non. Parce qu'il est résistant aux attaques physiques. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une résistance ici, la physique dans ce cas-là, mon attaque est pas très efficace contre lui, donc elle est divisée par 2. Donc là, en fait, au lieu d'avoir une attaque de 2, j'ai plus qu'une attaque de 1, donc ça suffit pas à le tuer, il faudrait que je rajoute pas une carte parce que ça fait 0,5, c'est toujours arrondi à l'inférieur. Voilà, une autre carte inclinée pour faire 4, et là, 4 divisé par 2, ça fait bien 2, je peux le tuer, vous voyez. Voilà, les résistances, ça fonctionne comme ça. Pareil pour les résistances de feu et de glace. Ça veut dire que, par exemple, lui, il a 5 d'armure, il est résistant au feu et à la glace, donc il est quand même pénible, mais je peux le tuer avec une attaque physique, vous voyez. Donc si je fais une attaque de 2, 3, 4 et 5, physique, je peux le tuer. Par contre, si j'avais une attaque de feu de 5, mon attaque de feu serait divisée par 2, donc ça me ferait 2,5, ça me ferait que 2 d'attaque, vous voyez. Si j'avais une attaque de glace, pareil, elle serait divisée par 2. Si j'avais une attaque de feu glacé, comme lui il est résistant au feu et à la glace, mon attaque de feu glacé serait divisée aussi par 2. Ce qui ne m'empêche pas, en imaginant que ça, voilà, c'est pas de l'influence, c'est de l'attaque de feu, de faire des combinaisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je peux faire une attaque ici de 2, donc il me manque 3. Là, imaginons que ça fait une attaque de feu de 2, mais ça fait que 1, puisqu'il est résistant au feu, ça fait 2 et 1, 3. Et puis ensuite, encore une attaque, je sais pas, j'ai une bêtise, voilà. Une attaque de 3 de glace, là, il est résistant à la glace, donc ça fait 3 divisé, ça fait encore 1, puisqu'on arrondit à l'inférieur, donc ça fait 2, 3, 4, il me faut encore 1. Allez, une petite carte inclinée physique, ça fait 5, il est mort. Vous voyez, j'ai combiné une attaque de 2 physique, une attaque de feu de 2 qui est réduit à 1, une attaque de glace de 3, en imaginant que c'est une attaque de glace de 3, une attaque de glace de 3 qui est aussi réduite à 1, puisque 3 divisé par 2, 1,5 arrondi à l'inférieur 1, ça fait 2, 3, 4, et encore une attaque physique avec une carte inclinée 5, j'y suis enfin arrivé pour le tuer. Vous voyez, vous pouvez combiner. Voilà, ça c'est les résistances. Autre chose à savoir à propos des résistances, alors je crois que pour les résistances physiques, il n'y a pas d'effet de jeu qui sont annulés par les résistances physiques, mais en ce qui concerne le feu et la glace, il y en a. Si par exemple je prends, alors attendez, donc tous les effets de jeu en gros qui utilisent du mana rouge ou du mana bleu sont inopérants sur les unités qui sont résistants au feu ou à la glace, quoi. Je sais pas si j'ai un petit exemple à vous donner là, ça serait bien. Hop. Un effet de jeu là. Un effet de jeu, mais un truc vraiment clair, quoi, où il n'y a pas d'ambiguïté dans les règles. Bon, là, vous voyez, ça, c'est une boule de feu, attaque à distance de feu 3, donc si je l'utilise sur lui qui est résistant au feu, ça fera plus qu'une attaque à distance de feu de 1. Donc ça fera que 1 d'attaque. Ah ben voilà. Là, vous avez une attaque à distance de 3, et pour chaque ennemi éliminé par cette attaque, moins 1 d'armure pour un autre ennemi. Mais comme c'est un effet, c'est un effet double, hein, blanc et rouge, mais il y a quand même du rouge. Donc c'est un effet de feu. Donc imaginons qu'il y a lui et lui là, côte à côte, vous les groupez, vous faites une grosse attaque, je sais pas moi, voilà, vous combinez les cartes là, ça vous fait une attaque à distance de 3 et 3, 6, imaginons ça. Donc vous tuez lui et vous dites super, lui il a moins 1 d'armure, vous voyez, mais non, comme il est résistant au feu, l'effet rouge qui est là,
comme c'est un effet rouge, enfin c'est un effet rouge et un effet blanc, mais on compte toujours l'effet négatif dans une carte bicolore, le petit bonus -1 d'armure à notre ennemi ne s'applique pas à lui, parce qu'il est résistant au feu. D'accord? Donc les effets de jeu qui utilisent du mana rouge ne peuvent pas affecter quelqu'un qui est résistant au feu, et les effets de jeu qui utilisent du mana bleu ne peuvent pas être utilisés contre une unité résistant à la glace, comme lui. Donc lui, il est à la fois résistant aux effets de jeu du feu et de la glace, vous voyez. Autre petite subtilité maintenant, si vous groupez ces deux ennemis dans n'importe quelle phase de votre attaque, du combat, alors c'est pas que les compétences se transfèrent à l'autre jeton, et comme je vous l'ai dit, les compétences elles se transfèrent jamais, comme je l'ai expliqué pour la fortification. Mais lui, il va quand même faire bénéficier d'une certaine protection à tout le groupe. Donc s'il y en a plusieurs, c'est pour tout le groupe. Hein. Voilà, on va faire un exemple avec un seul, mais s'il y avait, vous groupez 10 ennemis, et lui, il va faire bénéficier d'une certaine façon de sa protection contre le feu et contre la glace. Ça veut dire que si par exemple vous groupez ces deux ennemis et que vous faites une attaque de feu glacé par exemple, hein, on va me donner un bon exemple, de feu glacé, comme il est résistant au feu glacé, lui, au feu et à la glace, et ben lui, il sera d'une certaine manière protégé contre les attaques, je dis bien les attaques de feu glacé. Ça veut dire que toutes vos attaques, dans ce cas-là, si vous faites le groupage, ici, toutes vos attaques de feu glacé seront divisées par 2, même contre lui. Pareil, si vous faites une attaque de feu, toutes vos attaques de feu seront divisées par 2, et si c'est une attaque de glace, ben, toutes vos attaques de glace seront divisées par 2. Voilà. Lui, il est un peu pénible, hein, parce qu'il a la double protection en général. Et pareil pour les attaques physiques. Hein. Si vous avez, voilà, vous groupez ces deux-là, et ben lui, il fait bénéficier de sa résistance physique, entre guillemets, à cette unité-là, et donc on considère que toutes les unités, en fait, c'est pas que toutes les unités ont la résistance physique, hein, c'est que l'ensemble du groupe, enfin des attaques sur l'ensemble du groupe, des attaques physiques dans ce cas-là, seront divisées par 2. Il y a une subtilité, on croit à chaque fois, on dit, il transfère sa résistance à l'autre pion. Non, il ne la transfère pas. C'est juste que si vous les groupez, s'il y en a un qui a une résistance quelle qu'elle soit, il va en faire bénéficier tout le groupe, et ça se traduit par, il y a une attaque, et ben l'attaque elle est divisée par 2 sur l'ensemble du groupe. Donc vous voyez, si vous groupez par exemple ces 3 unités, et ben l'ensemble du groupe voit ses attaques physiques divisées par 2 parce qu'il y en a un qui a une résistance physique, et voit ses attaques de feu ou de glace ou de feu glacé, puisque lui il a la double protection, aussi divisées par 2 sur l'ensemble du groupe. Vous voyez, donc des fois c'est malin de les séparer, hein. Quand on groupe les unités, il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait. Et voilà, alors ça c'est pour les résistances. Le truc qu'il faut se rappeler, c'est que il y a une différence entre avoir une résistance, comme lui ou lui, et c'est très important en ce qui concerne le feu et la glace, parce que ça annule les effets, comme je vous ai dit, feu et glace, donc qui utilisent du mana rouge ou du mana bleu sur cette unité-là, mais ça transfère pas les compétences si vous groupez tout le monde. Par contre, les attaques dirigées vers le groupe sont divisées par 2 en fonction des résistances qu'il y a dans le groupe, d'accord ? Donc la compétence ne se transfère pas, mais par contre le groupe est protégé contre les attaques, qu'elles soient là, dans ce cas-là, physiques, de feu, de glace ou de feu glacé, hein, parce que là, ils sont tous protégés, vous voyez. C'est vraiment une nuance vraiment bien à prendre en compte, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais voilà, les compétences, les résistances, pardon, ne se transfèrent pas. C'est juste que si vous groupez tout le monde, et ben, les attaques, elles sont divisées par 2, si dans le groupe, il y en a un qui a une résistance physique, et dans ce cas-là, c'est les attaques physiques qui sont divisées par 2, et pareil pour le feu, la glace. Bon là, lui, il y a carrément le feu glacé, il est un peu pénible. Hein. Mais voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. C'est quand même très important à savoir. Voilà, donc là, c'est pour le combat. Donc vous voyez, vous pouvez combiner toutes sortes de cartes. Il faut bien faire attention donc à la règle de fortification, à la règle jamais fortifiée.
au site, hein, comme je vous ai dit, hein, avec les fortifications, etc., le terrain. Et les résistances. Feu, glace, physique, feu glacé. Voilà, on a fait le tour. Autre chose, la phase de parade, vous devez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les attaques, autant vous pouvez combiner les attaques autant que vous voulez, autant si vous avez plusieurs ennemis, vous pouvez pas... par exemple, vous pouvez pas grouper ces deux-là pour dire je fais une super parade de 10 pour parer les deux. Non, c'est pas possible. Les parades, c'est toujours séparé. Hein. Donc si ces 3 unités vous attaquent, dans la phase de parade, vous êtes obligé de parer séparément lui et séparément lui. Et c'est valable pour lui. Vous voyez, lui, il a 2 attaques différentes. Ben là, c'est comme si c'était 2 jetons différents. Donc si vous avez ces deux-là, par exemple, voilà, ben, vous devez parer séparément l'attaque de 4 de lui, l'attaque de 1 de lui et sa deuxième attaque de 1. Là, lui, une parade de 2, par exemple, avec cette carte qui fait une parade de 2, bah ça marche pas. Vous êtes obligé de faire une parade de 2 sur la première attaque et je sais pas, une carte inclinée de 1 pour parer la deuxième attaque. Et ensuite, s'il y a lui aussi, bah, il faut parer lui aussi, donc il vous faut aussi une parade de 4, vous voyez. Autant l'attaque, vous pouvez la grouper sur un groupe d'ennemis, autant la parade, non. Voilà, c'est à savoir, enfin c'est quand même très important à savoir. Vous pouvez combiner les attaques sur un groupe d'ennemis, mais pas combiner les parades sur le même groupe. Et ne pas oublier que les ennemis qui ont plusieurs attaques, elles doivent être parées séparément, comme si c'était des ennemis différents. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des... Alors ça, c'était un peu les principes de base. On a parlé de la compétence fortifiée et du fait de bénéficier du bonus de fortification. On a parlé des résistances et le fait aussi de pouvoir faire bénéficier un groupe, pas de la résistance en elle-même, mais de les protéger, de protéger le groupe des attaques. Voilà, on a parlé des attaques multiples, on a parlé de la parade, on a parlé de la façon dont on peut combiner tout un tas de cartes. Et maintenant, on va parler des cas vraiment très spécifiques. Souvent, c'est pas des résistances pour le coup, c'est d'autres compétences. Je ne parlerai pas des compétences d'attaque parce qu'elles sont très variées, vous les découvrirez au fur et à mesure du jeu, mais il y en a quand même une en particulier qui est particulièrement... voilà, hop, les sorciers. Pourquoi je prends ce petit jeton? C'est parce que les sorciers, vous voyez, ils ont aussi une compétence de défense là. Souvent les compétences d'attaque, elles sont ici. Pour faire un bref résumé, l'attaque elle-même, elle est là, et ça indique sa couleur aussi souvent. Donc là, vous voyez, c'est 6 physique, mais ça peut être feu, glace ou feu glacé. Là, c'est les compétences d'attaque. Et là, à côté de l'armure, souvent, c'est les compétences de défense. Hein. Il peut y en avoir plein. Vous voyez, comme lui, vous voyez, il en a pas mal, lui, des compétences de défense. Hein. Il n'est jamais fortifié et il a le feu et la glace, mais il peut y en avoir plus sur certains ennemis, certains monstres. Mais alors voilà, là, ça, c'est pas une résistance. C'est une immunité aux arcanes. Donc, c'est pareil, ça se transmet pas aux autres unités. Hein. Si vous les groupez, l'immunité aux arcanes ne se transmet pas aux autres unités. Ça ne se transmet jamais. Et d'ailleurs, l'immunité aux arcanes ne fait bénéficier en aucun cas d'un avantage au reste du groupe. D'accord ? Si vous les groupez. Par contre, lui, il est immunisé à tous les effets de jeu. Quelle que soit la couleur de l'effet. La seule chose que vous pouvez faire contre lui, c'est baisser éventuellement son attaque. C'est-à-dire que tous les effets de jeu sont annulés, sauf ceux qui visent spécifiquement son attaque. Donc si vous avez, je sais pas moi, une compétence ou une carte, je crois que j'en ai une par là. Bon, par exemple, voilà, typiquement, cet effet de jeu là, avec l'attaque à distance de 3, moins 1 d'armure pour un autre ennemi à chaque ennemi éliminé par cette attaque. Ben, si vous avez éliminé voilà, lui là, avec votre attaque à distance de 3, là, avec du mana rouge ou du mana blanc au choix, pouf, bon, ben, lui il est immunisé aux arcanes, donc il subira pas le moins 1 d'armure. Hein, voilà.
Par contre, il y a une feinte. J'en ai déjà parlé évidemment, mais je vous le redis puisque ça concerne le combat. Ouais, il y en a une qui fait baisser l'attaque là, je sais plus où elle est. Alors, attendez, voilà, esquive et frappe. Bon exemple. Réduisez, on va prendre son effet de base. Hein. Réduisez de 2 l'attaque de l'ennemi ciblé. Et bien là, c'est bien précisé, vous voyez, que c'est l'attaque de l'ennemi ciblé. Et donc, l'attaque de l'ennemi ciblé, ça, c'est pas immunisé aux arcanes. En fait, c'est l'unité elle-même qui est immunisée aux arcanes, mais pas son attaque. C'est un peu... voilà, hein, faut bien lire les règles, voire regarder dans les questions-réponses, mais une unité immunisée aux arcanes, c'est l'unité qui est immunisée. Si on parle de son attaque, c'est-à-dire tout ce qui affecte directement son attaque, ça fonctionne contre un ennemi immunisé aux arcanes. Vous voyez, très important à se rappeler. Mais en aucun cas, une unité immunisée aux arcanes ne donnera un bénéfice à un groupe d'ennemis. Autre petite subtilité, vous voyez, alors ça c'est un exemple, on va reprendre les sorts, c'est pareil. Boum, secousse, on va reprendre l'exemple de secousse. Bon, imaginons que vous ayez dans la tour de mage tous ces monstres là, voilà. Vous décidez de lancer une secousse, vous utilisez le moins d'un d'armure pour tous les ennemis. Bon, bah lui il va se prendre moins 2 d'armure, lui il va se prendre moins 2 d'armure, mais lui non. Parce qu'il est immunisé aux arcanes, même s'ils sont tous dans la tour de mage. D'accord ? Pareil, si vous déclenchez le tremblement de terre, on va dire vous prenez l'effet de groupe, moins 2 d'armure pour tous les ennemis, moins 4 s'ils sont fortifiés. Alors lui, il est triplement fortifié là dans le cas qui se présente, donc il va se prendre le moins 4. Hein. Bon, il va tomber donc à 1 d'armure, hein, on ne peut pas tomber en dessous de 1 d'armure. Donc voilà. Lui, il n'est jamais fortifié, donc ça ne le concerne pas, il se prendra que le moins 2. Et lui, par contre, il se prendra rien du tout puisqu'il est immunisé aux arcanes. Ok ? Voilà. Quand même, il faut se rappeler de ce petit détail. Voilà, ça c'est pour parler de l'immunité aux arcanes, parce que ce n'est pas une résistance, et elle a des petites exceptions, comme le fait de pouvoir affecter son attaque. Voilà. Donc ça c'est pour c'est une partie du combat qui est quand même importante, parce qu'en gros, quand vous commencez à avoir des groupes d'ennemis, vous voyez, assez vastes, tiens, je vais rajouter un dragon, pouf, avec, vous voyez, bah voilà, ils ont tous des règles spécifiques de défense, d'attaque, avec chacune leur subtilité, vous voyez. Donc là, si vous décidez de tout grouper, c'est un peu compliqué. Après, vous pouvez décider de grouper que ces deux-là, de séparer lui et de grouper ces deux-là, vous voyez. Bon, c'est là que ça se complique. Hein. Mais vous voyez, comme au début, je vous ai montré un exemple très simple, c'est tout ballot. Là, on est en train de monter crescendo. On a parlé des fortifications. Des fortifications et de la compétence fortification. On a parlé des résistances, feu, glace, feu glacé, physique. Là, on vient de parler de l'immunité aux arcanes, qui n'est pas une résistance, avec ses particularités. Maintenant, on va parler d'une compétence qui est très très pénible à gérer. Bon, il y a élusive. Bon, alors ça aussi, ça tombe bien, on va parler de ça tout de suite. Alors ça, allez, on monte dans les extensions de Mage Knight, les ombres de Tesla. Élusive, vous voyez, il a une armure de 8 et de 4. En fait, son armure, elle est de 4, mais il a une petite valeur de 8 là, qui est, on va dire, plus transparente. Ça veut dire en fait simplement que tant que son attaque n'a pas été parée, il a une armure de 8. Voilà. À partir du moment où il est paré, il n'a plus que 4 d'armure. Donc ça veut dire que pendant la phase d'attaque à distance et de siège, lui, il a 8 d'armure, vous voyez. Et ça aussi, ça se transmet pas, hein, c'est pas une résistance, et ça ne fait en aucun cas bénéficier d'avantage à un groupe élusif, vous voyez. Donc lui, en fait, pour baisser son armure à 4, il faut que pendant la phase de parade, vous pariez son attaque, et dans ce cas-là, à la phase d'attaque, il a plus que 4 d'armure. Voilà, bon, vous voyez, celle-là, elle est assez simple à comprendre. Hein. Mais voilà, et n'oubliez jamais que ce soit la élusive ou immunisée aux arcanes, ça ne fait bénéficier d'aucun avantage au groupe. Les seules compétences qui font bénéficier d'avantages à un groupe, c'est la compétence fortification et les compétences de résistance, comme on a pu le voir tout à l'heure, ok ?
Mais il y a une autre compétence qui est assez pénible. Voilà. Qui est beaucoup plus compliquée à gérer. C'est la défense. Vous voyez, il a un petit bouclier avec un 2 là. Ça veut dire qu'il est défenseur, lui. Alors quand il est tout seul, c'est très simple. Il va s'auto-défendre. Donc il a une armure de 6. Alors, quelle que soit la phase. Hein. Donc phase d'attaque à distance et de siège, 4 et de 6. Et phase d'attaque, 6 d'armure. Hein. Donc il s'auto-défend lui-même. Quand il est tout seul, c'est facile à prendre en compte. Le bonus de défense va au... comment dirais-je, à l'unité, elle s'auto-défend. Bon, alors, par contre, s'ils sont plusieurs, c'est là que ça se complique. En fait, la règle dit, la première unité que vous attaquez, d'abord, le bonus de défense ne peut être appliqué, un bonus de défense ne peut être appliqué qu'une fois sur une unité. Ça veut dire que si je prends, par exemple, voilà, les lutins de cristal, hein, qui ont aussi un bonus de défense de 1, et que là, il y a, bon, imaginons qu'ils sont alliés tous, là, hein, bon, des orques et des elfes, ça m'étonnerait, mais bon, bref. Et que vous attaquez ce groupe d'ennemis, lui peut bénéficier que d'une défense, hein, ou le lutin de cristal, ou les elfes, mais pas les deux. Hein. Vous ne pouvez pas cumuler sur un même jeton la défense. Mais en gros, donc il y a ça à prendre en compte, et en plus, c'est en gros la première unité que vous attaquez, donc pendant la phase d'attaque à distance et de siège, va bénéficier d'une défense, là, dans ce cas-là. Donc imaginez que vous attaquiez l'orque pendant la phase d'attaque à distance et de siège en premier, et que donc vous pouvez décider que l'elfe, pas le lutin de cristal, donne une valeur de défense de 2 à l'orque. Bon, que vous le tuiez ou pas, vous en foutez un petit peu, quoi. Ce que je vais vous expliquer, c'est que si après, pendant la phase d'attaque à distance et de siège, vous tuez le lutin de cristal, sachant que vous n'avez pas attaqué l'elfe, donc tant que vous ne l'avez pas attaqué, il ne peut pas bénéficier de la défense du lutin de cristal, hein, on est d'accord. Donc imaginons que lui, il a bénéficié de l'elfe, vous le tuez par l'attaque à distance et de siège. Lui, il vous faut 3 si vous l'attaquez par l'attaque à distance et de siège. Il est défenseur. Bon, il ne va pas donner la défense à l'elfe puisqu'il n'est pas attaqué. Et vous le tuez aussi. Et donc pendant la phase d'attaque, lui là, une fois arrivé à la phase d'attaque, la dernière phase du combat, il n'a plus que 4 d'armure, hein, puisqu'il a utilisé sa valeur de 2 pour défendre l'orque. Et lui, il a utilisé sa valeur de défense sur lui-même pendant la phase d'attaque à distance et de siège pour se défendre. Et donc il n'y a plus de défense possible pour l'elfe, d'accord ? Encore il faut se rappeler que un jeton ne peut bénéficier que d'une défense, pas plusieurs. Donc par exemple là, comme je vous ai dit, si lui vous l'attaquez en premier, paf, c'est ou l'elfe ou le lutin de cristal qui vont aller le défendre, hein. Pas les deux. Vous voyez ? Des fois c'est un petit peu ambigu ça, surtout quand il y a tout le reste avec. Hein. Je vous invite à bien creuser le sujet. Là c'est pareil. Hein. Évidemment si vous les groupez, forcément, la défense de 2 va aller à l'orque, hein, évidemment. Mais bon, par contre, si vous les groupez pas, ce qui peut arriver, c'est que vous décidez d'attaquer l'orque pendant la phase d'attaque à distance et de siège. Donc, il va donner sa défense. Par exemple, vous les groupez, tiens, c'est un bon exemple. Donc, lui, il va donner sa défense à l'orque. Il se trouve que vous tuez l'elfe. Mais comme et donc à la phase d'attaque, lui, il bénéficiera toujours de la défense de 2, parce que les effets de jeu pendant le combat, un peu comme par exemple la secousse là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un effet de jeu. Si vous le lancez au début du combat, la défense c'est pareil, c'est un effet de jeu. Ça dure tout le long du combat, hein, ça aussi c'est très important à se rappeler. Donc comme il a donné sa défense de 2 pendant la phase d'attaque à distance et de siège, même si vous l'avez tué pendant la phase d'attaque à distance et de siège, et que lui, il n'est pas mort pendant la phase d'attaque à distance et de siège, quand vous arrivez à la phase de combat, il y aura une valeur de 6 et pas de 4. Hein, ok ? Voilà, au contraire de l'exemple de tout à l'heure, où si vous attaquez lui en premier et que lui le défend, paf, il est mort, vous tuez lui aussi pendant la phase d'attaque et de siège, et lui se retrouve à poil.
parce que il a utilisé sa défense sur l'orque, et lui, il a utilisé sa défense sur lui-même pendant la phase d'attaque à distance et de siège. Et donc, il n'a plus que 4 d'armure pendant la phase d'attaque. Par contre, si vous avez 2 lutins de cristal, autre exemple, pour aller jusqu'au bout de la démonstration, il est où ce lutin de cristal là? Normalement, il y en a 2, voilà, hop. Voilà, ils ont tous la défense, vous voyez. Bon, mais si vous décidez de ne pas attaquer, je sais pas moi, le lutin de cristal ici, vous voyez. Bon. Mais que vous pouvez dire, par exemple, lui, il défend lui, il défend lui, et lui, il défend lui, vous voyez. Paf, paf, paf. Ça, vous pouvez le faire, normalement. Et comme lui, il a donné la défense à lui, que lui, il a donné la défense à lui, que... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, attendez, c'est lui, il donne à lui, il donne à lui... Et ah oui, non, ça marche pas. Bon, je me rappelle plus de l'exemple, excusez-moi. Vous voyez, même moi, il y a des moments, j'y arrive plus. Voilà, enfin là, c'est plus complexe, justement. Je crois qu'il y a un ordre suivant comment vous les attaquez. Enfin, il y en a un qui peut plus bénéficier de la défense, je crois. Ouais, parce que lui, il va donner à lui, il va donner à lui, donc pendant la phase d'attaque à distance, si vous attaquez ces deux-là pendant la phase d'attaque à distance et de siège, non, je crois que vous pouvez faire autrement, c'est ça. En fait, vous attaquez que ces deux jetons-là, et vous dites que lui donne à lui, et lui donne à lui, vous voyez. Donc lui, il n'a rien donné. Vous avez le droit de faire ça, voilà. Et vous les tuez tous les deux. Et donc, arrivé à la phase d'attaque, lui, il a donné son attaque, sa défense tout à l'heure, mais l'elfe, il n'a rien donné du tout. Puisque vous n'avez pas attaqué ce jeton, et tant qu'un jeton n'est pas attaqué, il ne peut pas être défendu. Donc voilà, sur cet exemple-là, voilà, c'est un bon exemple, je me rappelle. Vous attaquez ces deux-là, vous décidez que lui, il défend lui, que lui, il défend lui, et si vous tuez les deux, pouf pouf, non plutôt, ouais, lui il défend lui, et lui il défend lui. Donc lui il a rien donné, l'elfe, on est d'accord. Hein. Et donc si vous tuez ces deux-là, pouf, l'elfe il a toujours pas donné sa défense, et lui il a déjà donné sa défense, donc lui, à la phase d'attaque, il bénéficiera pas de défense, vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, ça c'est la compétence la plus chiante à gérer, surtout quand il y a tout le reste que je vous ai expliqué avant. Je crois qu'on a fait le tour du combat, là, voilà, avec bon, alors je vous ai pas parlé des... Si, je vous ai parlé des... Ah, je vous ai pas parlé mince, j'ai oublié de vous parler des... Je vous ai parlé des résistances, mais... Je vous ai parlé de la parade, mais je sais plus si je vous ai parlé des attaques élémentaires. Ce qui est dommage, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure quand je parlais de la parade. En fait, ça fonctionne un peu comme les résistances, hein, c'est-à-dire que là, vous avez, c'est des attaques de glace, par exemple. Donc, pour parer une attaque de glace du lutin, il vous faut du feu, ou du feu glacé. Si vous avez de la glace ou de la parade normale, elle est divisée par 2. Donc là, par exemple, vous avez une parade de 2, vous voyez, là, ici. C'est pile poil ce qu'il faut pour parer une des deux attaques du lutin. Parce que votre parade de 2, comme c'est de la glace, et que votre parade de 2, elle est physique, c'est ni du feu glacé, elle est divisée par 2. Donc 2 divisé par 2, 1, ça part une des attaques du lutin de cristal. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, vous pouvez parer une attaque élémentaire avec l'élément opposé ou le feu glacé. Sinon, les effets sont divisés, enfin la parade est divisée par 2. Donc si ça avait été une parade de glace, là, parade de glace 2, elle avait été divisée par 2 parce que c'est de la glace. Donc en gros, la glace par le feu par la glace, et le feu glacé par tout. Le feu, la glace, le feu glacé, les attaques physiques, tout, etc. Enfin, d'ailleurs, les parades de feu et de glace par les attaques physiques normalement, hein, bien sûr. Donc vous voyez, voilà, ça c'est pour les attaques élémentaires. Donc où est-ce qu'on a d'autres, une petite attaque élémentaire là qui va bien? On n'en a pas, mais tout à l'heure il y avait un petit dragon. Voilà, lui là, vous voyez, il a une attaque de feu de 6. Donc il vous faut une parade de glace de 6 ou une parade de feu glacé de 6. Sinon, si c'est de la glace et ou physique, il vous faut 12. Hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. En gros, l'élément opposé pour parer ou le feu glacé, sinon divisé par 2.
Si on prend, je sais pas moi, bah voilà, lui, vous voyez, il a une attaque de glace de 6, donc, je répète, il lui faut une parade de feu de 6, ou de feu glacé de 6. Sinon, si c'est de la glace et ou physique, il vous faut 12. Voilà, bah lui, une attaque de feu de 9, hein, donc il vous faut une parade de glace ou de feu glacé de 9, hein, sinon il vous faut 18. Voilà, on continue les petits exemples quand même pour un... Voilà, bon, lui, c'est lui, c'est un invocateur très très dangereux, lui. On passe le sujet sur les invocations. En gros, les invocations, pour faire simple, c'est vous remplacez l'attaque du monstre. Bon, là, il a carrément 2, lui, c'est un des dragons les plus redoutables. Hein. Il a 8 d'armure, résistant physique, immunisé aux arcanes, et pendant la phase de parade et d'assignation des dégâts, vous piochez 2 jetons marrons, et c'est les attaques de ces jetons qui sont pris en compte pendant la phase de parade et la phase d'assignation des dégâts. Une très très vilaine bête. Bon, bref. Ah bah voilà, il y a le deuxième. Ah bah lui, c'est voilà, hop, je vais tous les prendre, pouf. Ouais, et bah voilà, le dragon supérieur, là, lui, il a une attaque de feu glacé de 6. Donc pour le parer, lui, comme c'est du feu glacé, vous voyez, il y a du rouge, du bleu, il faut du feu glacé de 6. Il faut une parade de feu glacé de 6, sinon toutes vos parades sont divisées par 2. Voilà. Voilà. Lui, voilà, il a une attaque de glace. Ah bah tiens, ça je vais vous le montrer quand même. On va parler de la compétence Swislef, hein, rapidité. Vous savez, rapidité, ça double la valeur d'attaque pendant la phase de parade. Sachant que c'est de la glace. Donc déjà, il vous faut du feu ou du feu glacé. Comme il a rapidité, il double sa valeur d'attaque pendant la phase de parade. Il vous faut 8 de feu ou 8 de feu glacé. Ok. Si vous n'avez pas de feu glacé ou de feu, comme il est à 8 pendant la phase de parade, si vous avez de la glace ou du physique, à votre avis, il va vous falloir combien ? Eh ben 16. Puisqu'il passe à 8 parce qu'il double grâce à sa compétence, et si vous avez que du physique ou de la glace, eh ben ça redouble encore, ça monte à 16 puisqu'il vous faut 8 de parade. Mais comme votre parade est pas très efficace, elle est divisée par 2 si c'est de la glace ou du physique, et donc il vous faut, pour arriver à 8, eh ben, il vous faut 16, hein, 16 divisé par 2, 8. Donc lui, pour le parer sans feu ou sans glace, enfin sans feu ou sans feu glacé, il vous faut 16 de parade physique et ou de glace, vous voyez. Très bon exemple. Donc vous voyez, c'est là où Mage Knight, c'est très complexe au bout d'un moment dans les combats, parce que si vous avez plein de monstres différents avec tout plein de capacités, c'est là où vous allez oublier des choses, et le temps de maîtrise et tout ça, ça va être assez complexe, quoi. Ouais, je crois que j'ai fait le tour hein, sur les comment dirais-je. Ah, il y a une autre particularité que je vous ai pas expliquée, c'est ceux qui sont lourds. Attendez, on va en trouver un quand même, on va terminer par ça. Alors, on va prendre des zombies là. Pouf, pouf. Non, lui, il est vampire, ils sont les zombies, bah voilà, hop. Pouf. Les zombies. Vous voyez, il est à la compétence lourd, qui est une compétence en général négative pour le monstre. Bon, il a quand même 3 attaques de 1, hein, donc il faut parer séparément les 3 attaques, mais il y a une règle qui dit que quand l'ennemi est lourd, eh bien, vous pouvez utiliser, par exemple, cette carte de mouvement pour réduire son attaque. Par exemple, mouvement 2, je peux réduire son attaque de 2 parce qu'il est lourd. Comme je vous ai expliqué précédemment, les attaques ici doivent être parées séparément. Donc là, il vous faut une parade de 1, une parade de 1 et une parade de 1. Vous pouvez utiliser par exemple cette carte de 2, comme je vous ai expliqué, parade 2 là, ou même la parade 5 boostée au bleu, ça parera qu'une de ces attaques. Hein. C'est comme si c'était des ennemis différents. Okay. Par contre, ça ne concerne pas le désavantage lourd de l'unité. C'est-à-dire qu'avec le mouvement de 2, vous pouvez annuler 2 de ces attaques. 1, 2, ouais. Donc si vous avez un mouvement par exemple de 2 et un 3, paf, et bien lui il n'a plus d'attaque. Donc il est considéré comme paré. Ok, parce que là je viens de vous dire, est considéré comme paré. Bon, sachant que c'est une règle,
Si vous arrivez à annuler toutes les attaques d'un ennemi sans les parer, par exemple réduisez l'attaque de 1, puis je sais pas moi, annuler une attaque et ben tiens, avec ça, puisqu'il est lourd, vous réduisez encore une attaque de 1. Un ennemi qui n'a plus d'attaque, à cause d'effets de jeu, là en l'occurrence c'est parce qu'il est lourd, est considéré comme paré. Ne l'oubliez pas. Par contre, un ennemi qui est empêché d'attaquer n'est pas paré. Si vous empêchez cet ennemi d'attaquer, il n'attaquera pas, mais il n'est pas considéré comme paré. Par contre, si vous annulez toutes ses attaques, là il est considéré comme paré. Donc là, avec votre mouvement 2-2 et 1-3, même si c'est des attaques séparées, la règle lourde fait qu'un mouvement de 3 suffit pour annuler l'ensemble de ces attaques qui est en un total de 3. C'est pas comme la parade, vous voyez, petite subtilité sur cette compétence. Et d'ailleurs, Brevlart, le druide, là, le Mage Knight druide, il a une compétence qui permet de rendre lourd une unité. Et donc c'est très très pratique parce que après avec des cartes de mouvement vous pouvez justement réduire l'attaque de l'ennemi, quoi. Et donc un ennemi qui a voyez, par exemple les lutins de cristal, s'ils deviennent lourds avec la compétence de Brevlart, donc le lutin de cristal devient lourd, avec un petit mouvement de 2, vous annulez ces deux attaques et donc il est considéré comme paré. Voilà. La compétence Cumberstone, enfin lourd en français, pardon, excusez-moi, j'ai trop lu le compendium en anglais. Voilà, ça c'est, vous voyez cette petite compétence là, et ça c'est très très important de se rappeler de ces petites subtilités. On doit parer séparément les 3 attaques du zombie, là, des zombies, mais par contre, comme ils sont lourds, il suffit de 3 de mouvements, vous n'avez pas besoin d'utiliser des mouvements, par exemple le mouvement de 2, là, tout de suite, ça annule 2 de ses attaques. C'est pas comme la parade, ok ? Vous voyez, voilà, c'est ça, Mage Knight, c'est plein de petits détails comme ça. Et dans le combat, vous voyez, il y en a beaucoup. Entre les effets du terrain, vous voyez, les compétences, etc., des monstres, les résistances, qu'est-ce qu'est une résistance, qu'est-ce qui n'est pas une résistance, dans quel cas la résistance annule un effet de jeu, dans quel cas elle divise par 2 votre attaque, pareil pour les couleurs d'attaque, qu'est-ce qui part quoi efficacement et qu'est-ce qui ne part pas quoi pas efficacement. C'est tout l'art de... Mais vous allez voir que, bon, évidemment, au début, ça va être compliqué, et je vous jure que de temps en temps, vous allez passer 20 minutes pour voir si vous avez bien fait les trucs, mais une fois que c'est rentré, en général, ça va assez facilement. Je pense que la compétence la plus pénible à appréhender et à maîtriser, c'est la défense. Voilà. Après, le reste, ça va à peu près. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du combat. J'espère ne rien avoir oublié sur le combat. Je vous ai donné quelques petits exemples avec des sorts, avec le terrain, etc. Là, il y a quand même un autre exemple. C'est avec le jour-nuit, le donjon. Vous savez, quand vous rentrez dans un donjon ou un tombeau, c'est la nuit, ça faut s'en rappeler. Pour le combat, ça peut être hyper important. C'est quand même c'est en marge du combat, mais ça peut avoir son importance dans un combat. L'important, c'est de vous rappeler les bases du combat que je vous ai expliqué au début. Et petit à petit, vous voyez, de maîtriser les couleurs, les compétences d'attaque et de défense des unités. Et bien sûr, vos propres compétences. Quand j'ai dit tout à l'heure que vous pouvez combiner, vous voyez, des cartes, toutes sortes de cartes. Carte inclinée, carte normale, du feu, de la glace, du feu glacé, du physique. Rappelez-vous que vous pouvez aussi ajouter vos compétences. Ça peut être des compétences. Là, j'en ai pas une sous la main qui fait l'affaire dans un combat, mais je sais pas, voilà, celle-là, vous voyez, voilà, très bien, qui vous donne plus 2 d'attaque à distance la journée et plus dans la nuit. Et hop, vous voyez, pouf, voilà, ça se combine avec les autres cartes. Tout est combinable à Mage Knight et cumulatif en général. À quelques exceptions près, ça se cumule. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Alors après, il y a les unités qui rentrent en compte. Les unités que vous pouvez avoir.
Moi, je vais en prendre 2 là, pour rapidement vous parler des unités dans le combat. Voilà, on a des éclaireurs et des illusionnistes, ça suffira pour la démonstration. Hop. Et on va prendre, je sais pas moi, un des monstres assez... Voilà, lui là, pouf, et lui. Voilà, vous avez deux ces deux monstres. Bon. Je vous ai déjà expliqué la phase d'attaque à distance et de siège, la phase de parade. Donc la phase de parade, si vos unités sont pas... Comment dirais-je, ne sont pas épuisés, hein, et qu'ils ont de la parade, vous pouvez utiliser leur parade, leur attaque, etc. Et lui, il a une attaque de siège de 1, par exemple. Bon, lui, il est un peu particulier, mais bon, l'important, c'est vous pouvez utiliser les compétences de vos unités à peu près n'importe quand, en général. Ça dépend les signes qu'ils ont, hein, bien sûr. En les épuisant, l'important, c'est de savoir que vos unités, surtout dans le combat, elles peuvent encaisser des dommages. Hein. Donc, si lui, voilà, ça passe, il vous met 4 de dégâts, vous pouvez attribuer 2 dégâts à lui, bah, il est blessé, pouf. Puisqu'il va absorber donc 2 de dégâts, il a armure 2, donc 4 moins 2, 2, il reste 2, que vous pouvez ou attribuer à lui, ou à vous, c'est au choix. Hein. Vous pouvez enchaîner autant que vous avez d'unités, vous pouvez encaisser les dommages d'une unité à l'autre, comme ça, et là, vous voyez, c'est intéressant, par exemple, vous avez ces 2 unités, lui fait une attaque de 4, vous avez plusieurs choix, vous prenez les dégâts sur votre Mage Knight. Comme il a 2 d'armure, voilà, on va dire ça comme ça, vous prenez 2 blessures. Vous pouvez dire je blesse mes éclaireurs. Alors vous pouvez blesser une unité, qu'elle soit épuisée ou pas. Hein. Des fois vous épuisez l'unité, puis après vous lui faites assigner des dégâts. Hein. C'est très important ça à savoir. Donc vous pouvez dire 4, je l'attribue d'abord à eux, pouf. Ils ont 2 d'armure, donc 4 moins 2 ça fait 2. Ils sont blessés, il reste 2 à attribuer. Je peux me les attribuer à moi. Donc je vais, comme j'ai une armure de 2, 2 moins 2, 0, je prends une blessure et c'est terminé. Toutes les attaques ont été encaissées. Ou je peux dire, tiens, je vais attribuer aussi à mes illusionnistes. Ah bah tiens, ils ont 2 d'armure et ils sont résistants physiquement. Bah, ça veut dire que les 2 qui restaient ne va rien faire aux illusionnistes. Ils vont absorber les dégâts sans être blessés. Donc eux, ça veut dire que grâce à la résistance physique, ils peuvent absorber le double des dégâts qu'il y a marqué sur leur armure. Donc ils peuvent absorber 4 dégâts. Et ils peuvent en absorber 2 jusqu'à 2 sans être blessés, vous voyez. Voilà, c'est la résistance sur les unités. Et ça marche pareil pour le feu et la glace. Hein. Il y a des unités résistantes au feu, des unités résistantes à la glace. Ça marche, c'est le même principe, hein, quand c'est des attaques de feu ou de glace. Je ne sais pas s'il y a des unités, oui, je crois qu'il y a des unités aussi résistantes au feu et à la glace. Voilà. Donc vous voyez, ou alors vous pouvez dire aussi, troisième solution, j'encaisse avec lui les 4 dégâts. Il a que 2, mais comme il est résistant physique, il peut en absorber jusqu'à 4. Donc il sera blessé, mais il aura absorbé tous les dégâts. Voyez. Donc 3 possibilités. Vous encaissez avec lui 2 blessures. Vous encaissez sur lui, puis ensuite sur vous, ça fait une blessure sur lui, une blessure sur lui. Vous encaissez tout sur lui. Lui, il prend tout, mais il est blessé. Ou sinon, vous encaissez sur lui, il est blessé, et sur lui, puisqu'il reste 2, mais il n'est pas blessé. Donc vos unités encaissent, et lui, il n'est pas blessé. Donc vous voyez, vous avez même 4 possibilités, je crois. Voyez, donc voyez toutes les possibilités qu'il y a, rien que dans un exemple très simple. Voilà, je voulais vous parler des unités sur comment elles encaissent les dommages, parce que pour le combat, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Après, leurs compétences, vous les utilisez quand vous avez besoin. Vous voyez, lui, par exemple, lui, pour le combat, il a une attaque de siège de 1 qu'il peut utiliser pendant la phase d'attaque à distance et de siège, ou pendant la phase d'attaque. Dans ce cas-là, ça sera une attaque de 1. Vous voyez, voilà. Non, l'important dans les unités, c'est leur valeur d'armure et les ou la résistance qu'ils ont, voilà, pour pouvoir absorber des dégâts. Je vous ai fait un rapide exemple de comment ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on a terminé. On essaiera de faire une vidéo avec une partie cette fois-ci au lieu de parler de Mage Knight, mais le but c'était de faire un exposé sur le combat. Allez, bon jeu, ciao.